Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h33, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Eh bien, parlons vrai ce matin avec Nathalie Loiseau. Nathalie Loiseau, députée européenne, Horizon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de la campagne de Valérie Hayé. Vous êtes aussi présidente de la sous-commission défense au Parlement européen. Donc nous allons parler défense, mais je voudrais commencer avec le dernier sondage pour les européennes, IFOP fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Raphaël Glucksmann se rapproche de Valérie Hayé, 2 points les séparent, 16,5 pour la liste Hayé, 14,5 pour la liste Glucksmann. Vivons-nous un tournant ? Je crois qu'on vit une entrée en campagne, une vraie, c'est-à-dire je pense que cette semaine, les Français commencent à prêter attention à ce qui se passe pour les européennes et nous allons avoir pas mal d'annonces cette semaine. L'annonce des colistiers de Valérie Hayé, bientôt le programme de la majorité. Je pense que c'était difficile pour Valérie Hayé de faire campagne seule et si je peux avoir un avis personnel, je pense qu'on a beaucoup trop parlé de nos adversaires et pas du tout assez de ce que nous avons fait depuis 5 ans, des promesses que nous avons tenues et de ce que nous avons envie de continuer à faire pour que la France soit plus forte dans une Europe elle-même plus solide, plus puissante. Alors je vais revenir sur l'Europe, mais Nathalie, vous serez sur la liste. J'espère. Non, vous espérez. Écoutez, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais vous avez reçu des assurances. On a le droit d'être superstitieux, comme beaucoup de gens, comme les journalistes, comme voilà. Non, d'accord. Liste connue jeudi soir, je crois savoir. Jeudi soir, mais quand même, 2 points d'écart seulement. Oui. Pourquoi selon vous? Au-delà du fait que vous ne parliez pas assez de vos projets, de ce que vous avez fait. Pourquoi? Parce que Raphaël Glucksmann est en train de percer. Qu'est-ce qu'il a de plus aujourd'hui? Raphaël Glucksmann, il fait le score que faisait le PS en 2014. Et à cette époque-là, le PS avait dit que c'était une catastrophe. Ce qui se passe, c'est des vases communicants au sein de la gauche. On voit que LFI est en grande difficulté. On voit que les écologistes sont en grande difficulté. Ça profite à Raphaël Glucksmann. En ce qui nous concerne, c'est la moitié du 2e mandat d'Emmanuel Macron. Donc c'est difficile. Et beaucoup de nos adversaires parlent de tout sauf d'Europe. Détournent la conversation. On peut imaginer que Jordan Bardella n'a pas très envie de parler ni de son bilan européen, ni de son projet européen. Et nous sommes un peu laissés faire. Alors que nous avons des choses à dire, que nous avons des députés sortants, dont j'espère que beaucoup reviendront sur la liste, et qui ont tous apporté quelque chose aux Français. Et pourquoi nous ne l'avons pas davantage dit? Nous avons, par exemple, fait adopter un pacte asile et migration, parce que nous pensons que la question migratoire est une question qui préoccupe les Français, et que nous voulons améliorer le contrôle de l'entrée sur notre territoire. Aucun de nos adversaires ne l'a voté. Ça veut dire que le RN, les LR, le PS votent ensemble et vote contre, donc nous passent le signal que tout va bien en matière migratoire. Moi, je ne pense pas que tout va bien en matière migratoire. Est-ce que Gabriel Attal doit débattre avec Jordan Bardella? C'est à lui de choisir ce qu'il a envie de faire. Oui. Moi, je m'intéresse beaucoup plus, si j'ose dire, parce que c'est après-demain, au débat que Valérie Hayé va avoir avec Jordan Bardella. Et si j'ai un conseil à lui donner, à Valérie, c'est de ne pas aller chercher Bardella, mais plutôt d'imposer son récit à elle, qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'on veut faire, parce qu'aujourd'hui, si vous parlez aux Français, ils ont beaucoup de sujets de préoccupation, beaucoup d'interrogations, et nous avons beaucoup de réponses à apporter. Bien, vous avez dirigé l'ENA, oui. Vous avez suivi le blocage de Sciences Po, hélas, oui, la direction n'a sanctionné personne, l'impunité est-elle acceptable? Alors, l'impunité par rapport à quoi? Bloquer, ça n'est jamais une solution. Débattre, bien sûr, mais j'ai pas vu le débat. Dans la rue Saint-Guillaume, occupée quelques heures par très peu de monde. Oui, sur 13 000 étudiants, peut-être 100, 150, voilà, 200 personnes. L'écrasante majorité des étudiants de Sciences Po voulaient travailler, voulaient étudier. D'ailleurs, est-ce qu'on a beaucoup de bruit pour rien ou pas?
Nathalie Loiseau? Pas forcément. C'est ce que disent plusieurs professeurs de Sciences Po. Alors moi je suis pas forcément d'accord parce qu'on se souvient que avant ce blocage qui me choque parce que qu'on soit ému par la cause palestinienne, je le suis moi-même. Qu'on trouve insupportable des femmes, des enfants qui meurent à Gaza, bien sûr. Mais je n'ai pas entendu parler de solution à 2 États. Je n'ai pas entendu dénoncer le Hamas comme un groupe terroriste, comme des preneurs d'otages. Je n'ai pas vu la même émotion après le 7 octobre, quand des femmes ont été violées, assassinées, prises en otage. Je ne vois pas la même chose à Sciences Po au sujet de la Syrie et du demi-million de morts que monsieur Bachar el-Assad a causé en Syrie. D'ailleurs, Rima Hassan, la candidate LFI, qui ne parle que de Palestine pour des élections européennes, ce qui est un peu curieux, je ne l'ai jamais entendu critiquer le dictateur syrien. Ça me trouble. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça me trouble. Est-ce qu'elle est proche d'Assad? En tout cas, c'est un dictateur syrien. C'est un 2 poids 2 mesures qui me choque. Vous avez des doutes? Profondément. Non, je vous dis ça parce que j'ai lu certaines enquêtes là concernant. Est-ce que vous avez des doutes concernant Rima Hassan et concernant sa proximité avec le pouvoir d'Assad? Je suis pas inspecteur, je suis pas procureur, je constate un 2 poids 2 mesures. Pour moi, une vie est une vie. Mais vous avez des doutes. Une vie palestinienne, une vie syrienne. Non, vous aimeriez me faire dire que j'ai des doutes. Mais j'en sais rien. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. Non, mais d'accord. Mais je trouve troublant quand on a la fibre. Allez-y. Quand on a la fibre de s'émouvoir pour des morts dans le monde arabe. Moi, je travaille sur la Syrie depuis des années au Parlement européen. 500 000 morts et pas un mot, c'est complètement anormal. C'est complètement anormal. Et pendant ce temps-là... Et pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon a décidé de transformer l'élection européenne en quelque chose qui n'a rien à voir. On entend Madame Hassan parler de soulèvement. C'est grave. C'est grave. À quoi ça rime? Moi, ce que j'ai vu à Sciences Po aussi depuis des années, c'est le hijab day. Ce sont des jeunes enfants gâtés qui s'amusent à porter un voile pendant une journée. Moi, je pense aux Iraniennes qui sont arrêtées, qui sont emprisonnées, qui parfois sont tuées parce qu'elles refusent de porter le voile. C'est un peu indécent. Alors, que répondez-vous à Mathilde Panot et LFI qui appelle à la mobilisation dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles françaises, mobilisation pour la Palestine, Rima Hassan qui ne cesse de crier « Nous sommes tous des Palestiniens ». Et pourquoi ne serions-nous pas tous aussi des Ukrainiens? Pourquoi ne serions-nous pas tous solidaires des gens qui souffrent? Pourquoi choisir un combat en pensant que c'est le seul qui soit noble? Pourquoi refuser, comme par exemple le fait le Parti Socialiste, le droit à Israël à se défendre en demandant un embargo sur les armes pour Israël? Franchement, quand on voit qu'Israël a fait l'objet d'une pluie de missiles et de drones le 13 avril, demander un embargo sur les armes vis-à-vis d'Israël, c'est dire aux Israéliens, vous êtes le seul pays au monde qui n'a pas le droit de se défendre. Un mot sur Sciences Po encore. Remettre en cause les partenariats avec les universités israéliennes, c'est la demande des manifestants, et d'autres, par exemple Valérie Pécresse, qui coupe les subventions pour Sciences Po. Est-ce la bonne solution? Ça veut dire qu'on n'arrive plus à se parler. Ça veut dire que demander la suspension d'échanges d'étudiants. Oui. Moi, j'ai créé les premiers échanges entre les élèves de l'ENA et ce qu'on appelle les cadets du service public israélien. Et pourquoi je l'ai fait? Alors que mes prédécesseurs ne l'avaient pas fait et je n'avais même pas compris leur timidité, leur ultra-prudence. Parce que je voulais que des jeunes Israéliens voyagent, voient autre chose que le pays dans lequel ils étaient en train de s'enfermer intellectuellement. Et je peux vous assurer que quand vous faites rencontrer à Paris des jeunes Israéliens, des jeunes Français, des étudiants arabes de l'ENA, eh ben ça donne quelque chose. C'est passionnant, c'est difficile, mais c'est passionnant. Et vous ne me ferez jamais dire qu'il faut arrêter des erreurs de stopper les subventions? Alors, j'espère que Sciences Po va retrouver, j'allais dire, sa vocation d'enseignement, d'échange, de débat, d'esprit critique. Pourquoi je n'ai pas entendu pendant toute cette journée de blocage la solution à 2 États? Pourquoi est-ce que j'ai entendu des jeunes scander ce slogan scandaleux de la rivière à la mer, c'est-à-dire que on nie l'existence d'Israël? Mais Nathalie Loiseau, n'est-ce pas pénaliser tous les étudiants que de supprimer les subventions? Oui, je suis pas du tout favorable. Alors ça peut n'être qu'une menace. Oui. Je trouve que c'est un peu une posture, que c'est un peu de la gesticulation. Retrouvons le bon sens,
le calme, remettons les étudiants au travail puisque l'immense majorité le souhaite, mais ne laissons pas prendre en otage des universités ou des grandes écoles. Enquête pour apologie du terrorisme, Mathilde Panot, Rima Hassan, entendue par la police ce matin. Jean-Luc Mélenchon, lui, poursuivi pour injure publique à l'encontre du président de l'université de Lille. Des atteintes à la liberté d'expression. Personne n'est au-dessus des lois. Un politique, pas plus que les autres. Alors, atteinte à la liberté d'expression, moi j'entends Jean-Luc Mélenchon tous les jours. Je pense que sa liberté d'expression, il l'utilise, et d'ailleurs, tant mieux pour lui, et tant mieux pour la démocratie. Mais s'il y a plainte, et il y a eu plainte en ce qui concerne Rima Hassan, Mathilde Panot, qu'est-ce que vous vouliez que fasse le parquet? La mettre à la poubelle? Ce serait ça l'état de droit? Je ne crois pas. La France doit-elle reconnaître l'État palestinien? Je pense. Je pense qu'elle doit le faire. Je pense qu'elle doit le faire parce que si on croit vraiment à la paix, qui n'est pas pour demain, mais si on croit à une paix juste, durable au Proche-Orient, c'est avec un État israélien et un État palestinien qui vivent côte à côte. Est-ce que Valérie Hayé va le demander dans sa campagne? Est-ce que c'est pas son rôle? Non. C'est pas le rôle d'une candidate. Va lui être posée. Je l'attends d'ailleurs ardemment ici. Pour l'instant, elle ne vient pas, mais je voudrais savoir. Est-ce que c'est la position de la candidate Valérie Hayé? Vous lui demanderez quand elle viendra vous êtes sa porte-parole. Je suis sa porte-parole, mais je suis aussi une ancienne diplomate et je vois que au Conseil de sécurité, la France a voté une résolution à laquelle les États-Unis ont mis leur veto, mais pour demander que la Palestine soit admise à titre plein aux Nations Unies. Nathalie Loiseau, je vous pose la question parce que plusieurs pays européens vont reconnaître l'État palestinien. Et ce ne sera pas la compétence d'une parlementaire européenne de le faire. Enfin bon, etc. Posez la question à Stéphane Séjourné, posez la question au président de la République, c'est une compétence de l'exécutif. Oui, mais est-ce qu'Emmanuel Macron y est favorable? Je pense que le moment venu, le tout c'est de choisir. Vous savez qu'au moment où nous va l'annoncer. Au moment où nous parlons, il y a une négociation pour un possible cessez-le-feu. Un peu moins mal parti que d'habitude, avec, et je l'espère ardemment, des libérations d'otages, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, qui sont entre les mains de groupes terroristes palestiniens depuis le 7 octobre. J'espère que rien n'ira à l'encontre de ces négociations, et surtout d'un résultat positif, et qu'on va pouvoir revenir vers des négociations de paix. Stéphane Séjourné est très engagé. Il est dans la région. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, également. Tous les efforts convergent pour essayer de calmer des leaders palestiniens qui sont à l'origine des drames de leur propre peuple depuis le 7 octobre et un premier ministre israélien dont la réaction disproportionnée conduit son pays dans l'impasse. Pourquoi est-on si indulgent avec Benjamin Netanyahou, franchement? Oh, écoutez, je n'ai jamais entendu, par exemple, un président américain, Joe Biden, ou un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, aussi critique vis-à-vis d'un premier ministre israélien. Jamais depuis des décennies. Il y a beaucoup de choses. Il doit comparaître devant la Cour pénale internationale. On verra. On verra ce que dit la Cour pénale. Moi, je voudrais d'abord qu'on obtienne une trêve. Pour crime de guerre. Écoutez, je voudrais d'abord qu'on obtienne une trêve, que les armes se taisent, parce que on peut se faire plaisir, mais il faut penser aux populations de part et d'autre qui vivent depuis le 7 octobre dans une peur épouvantable. Ils risquent leur vie. Ça n'est pas possible que ça continue, et je ne vois pas l'issue de l'offensive militaire israélienne aujourd'hui. Je ne vois pas vers où Benjamin Netanyahou veut aller, sauf à penser qu'il veut attendre les élections américaines pour avoir un chèque en blanc. Et ça me choque. On va parler de défense européenne. L'Europe ne veut pas se défendre. J'ai l'impression que l'Europe ne veut pas se défendre. Pardon, Nathalie Loiseau, de le dire, mais pas pardon de le dire, je le pense. La dissuasion nucléaire française est-elle un élément incontournable de la défense du continent européen? Il y a débat sur une défense européenne englobant des armes de longue portée, un bouclier antimissile, ça avait été proposé par l'Allemagne, et des armes nucléaires. Alors, est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française fait partie de la défense européenne? La dissuasion nucléaire française, elle est entre les mains du président de la République française. C'est lui qui décide, c'est la France qui finance, et ça ne sera jamais partagé avec
quiconque. C'est notre souveraineté et vous ne connaissez pas un pays doté de l'arme nucléaire qui partagerait la décision ou qui partagerait le financement. Pour autant, l'existence même de la dissuasion nucléaire française participe à la défense du territoire européen, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Imaginons, si l'Allemagne était attaquée, est-ce que nous viendrions à son secours avec notre arme nucléaire? C'est tout l'intérêt de l'ambiguïté de la dissuasion. Le président de la République a dit à plusieurs reprises que ses prédécesseurs avaient déjà dit, mais qu'on avait peut-être moins écouté à l'époque, que les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Il ne dira jamais plus, parce qu'il faut qu'un potentiel agresseur d'un pays européen y réfléchisse à deux fois en se demandant où s'arrêtent les intérêts vitaux de la France. C'est donc dans l'intérêt des Européens d'avoir simplement un dialogue avec la France, le seul pays de l'Union européenne qui possède l'arme nucléaire. Oui. À un moment où il est possible, pas certain mais possible, que Donald Trump soit à nouveau président des États-Unis, et on a entendu de sa bouche le peu de cas qu'il fait des alliés de l'OTAN. Oui. Le peu de cas. Donc il faut une défense européenne. Il faut évidemment une défense européenne. Aujourd'hui, c'est impossible. Quand on voit les dissensions au sein de l'Union européenne... Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon? Sur ces questions de défense? Regardez, aujourd'hui, au moment où nous parlons... Quand vous pensez que nos partenaires achètent américain, du matériel américain, toujours? Alors bien sûr, et là il faut une vraie préférence européenne dans l'achat des armements. Qui va accepter la préférence européenne dans l'achat des armements? Mais vous savez... Quand Emmanuel Macron avait mis en avant des idées en 2017 dans son premier discours de la Sorbonne, on l'avait taxé d'idéaliste, voire d'irréaliste. Quand vous regardez ce qui s'est passé, mais c'est faux. Ah bon? C'est faux. Ah bon? Par exemple, en ce moment en mer Rouge, vous avez une opération navale de l'Union européenne, avec des navires français, allemands, grecs, italiens, pour protéger les navires de commerce contre les Houthis. C'est une réalité. Ça, c'est de la défense européenne en marche. Depuis 2017, pardon, on achète toujours nos munitions ailleurs. Non, que de moins en moins, on les produit de plus en plus dans l'Union européenne. Nous sommes en 7 ans, on a peu progressé, franchement. On a commencé à progresser et il faut accélérer. Le Parlement européen, auquel j'appartiens, a permis que l'on aide à produire des munitions en Europe, qu'on rouvre des usines. On a vu récemment Sébastien Lecornu à Bergerac rouvrir une usine de munitions. Qu'on accélère les cadences. Est-ce qu'il faut faire plus? Oui. Plus vite? Oui, on est de plus en plus nombreux à le penser. Il y a une majorité au Parlement européen pour le soutenir. Il y a des budgets européens qui y sont consacrés. C'est une révolution culturelle qui est en train de se passer. Et croyez-vous que l'Ukraine aurait tenu, en attendant que les États-Unis se décident enfin à lui livrer à nouveau des armes et des munitions, s'il n'y avait pas eu l'Europe derrière? Heureusement que l'Europe, elle, avait fait sa part du travail, qu'il y a 28 milliards d'euros d'armes et de munitions qui sont partis vers l'Ukraine grâce aux Européens. Ça a permis à l'Ukraine de tenir. Alors, est-ce qu'on doit se reposer sur nos lauriers? Non. Il faut accélérer, il faut faire plus, il faut le dire à nos compatriotes, c'est une priorité. Parce que nous ne serons ni libres ni prospères si nous n'avons pas une défense européenne plus puissante. Mais nous avons commencé et nous avons changé d'époque. Amener les Allemands à accepter cette évolution, c'est considérable. On ne se rend pas compte les pas qui ont été franchis. Bien, c'est une vieille idée de Jacques Chirac. Sortir le budget de la défense des critères de Maastricht. Oui, vous le demandez? Non. Parce que je pense que donner aux autres Européens un regard sur nos budgets nationaux de défense, je ne suis pas d'accord. C'est à nous de décider ce qu'on consacre. Il faut que tous les Européens fassent plus, comme tous les membres de l'OTAN se sont engagés à dépenser au moins 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. C'est le cas de la France qui arrive à ces 2%. On s'aperçoit que c'est même peut-être pas suffisant, mais c'est vraiment une prérogative nationale. C'est un choix qui est fait par nos parlements. En revanche,
Il faut qu'on harmonise nos programmations de défense. On a beaucoup trop de programmations nationales qui ne se répondent pas les uns les autres. Certains rêvent d'un porte-avions européen. Ben, je leur souhaite bonne chance. Tant que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne programment leurs dépenses militaires sans vraiment se concerter, ce sera impossible. Et ça, c'est un point faible. Bien, Nathalie Loiseau, j'ai écouté Emmanuel Macron. L'Europe peut mourir. Oui. Vous le pensez ? Elle est attaquée. Vous pensez que l'Europe peut mourir ? Bien sûr. Mais elle est attaquée, oui. Sur le plan commercial, elle est attaquée par la Chine et les États-Unis, Oui. qui ne respectent aucune règle du commerce international. Nous sommes naïfs. C'est très exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Est-ce que l'Europe est naïve ? Nous sommes les derniers à croire à une religion que les autres ont abandonnée. Oui. À dire que les règles de l'OMC s'imposent à tous. On se les impose à nous-mêmes. Alors Oui. l'Europe a commencé à sortir de la naïveté. Il y a en ce moment des procédures anti-dumping qui ont été lancées par la Commission européenne contre la Chine. Sur les voitures électriques notamment. Qui inonde les ports. Vous avez vu les images Bien à sûr, Anvers, mais justement, à Rotterdam, les ports européens qui sont envahis par les voitures électriques chinoises. c'est pour ça que d'ici 2030, on aura Oui. des batteries électriques 100% fabriquées en Europe. Vous avez vu à Dunkerque Oui, la d'accord. gigafactory Mais- de batteries, mais ça c'est un Mais énorme ce sont changement. aussi les panneaux solaires chinois. Mais Et c'est j'ai les- vu que la dernière usine française fermait. Et c'est exactement pour éviter Oui. cette erreur funeste sur les panneaux solaires qui a consisté à dire, beaucoup l'ont dit d'ailleurs, beaucoup de nos partenaires disaient, s'il faut aller vers le renouvelable, autant acheter du renouvelable pas cher qu'en produire en Europe. Ça nous rend dépendants de la Chine. Il y a quelque chose à quoi malheur a été bon, si j'ose dire. Le Covid, la guerre en Ukraine, nous ont montré le prix de nos dépendances. On ne peut plus dépendre pour notre énergie de la Russie, pour les énergies renouvelables ou des produits pas chers de la Chine, et pour notre sécurité des États-Unis. Une Europe puissante, c'est une Europe qui se fait respecter, et c'est une Europe qui construit son Et autonomie. plus protectionniste. C'est pas du protectionnisme, c'est aider à avoir des Oui. champions européens. On a été capable d'avoir des sauf champions que européens. les pays de Airbus, l'Est de Ariane. l'Europe sont les têtes de pont de la progression chinoise en Europe, vous le savez bien. Alors, très peu. La Serbie, oui, Oui. qui n'est pas dans l'Union Qui européenne. est pas dans l'Union européenne. Et la Hongrie, qui est, j'allais dire, l'empêcheur de tourner en rond, permanent sur tous les sujets. Proche de la Russie, proche de la Chine, proche de la Turquie, pas vraiment très proche des démocraties européennes. Il y a un problème d'état de droit en Hongrie. Nous avons réussi, ce qui paraissait impensable, même aux chefs d'État et de gouvernement, c'est de conditionner le versement des fonds européens au respect de l'état de droit en Hongrie. On voit des manifestations en Hongrie aujourd'hui, on voit des gens qui sont mécontents. C'est aux Hongrois On en de voit choisir. partout, hein. Chez nous aussi. On en voit par exemple en Géorgie. Oui, c'est vrai. Vous avez vu les dizaines de milliers de Géorgiens qui Oui. manifestent avec des drapeaux européens. Eux, ils n'ont pas la lassitude de l'Europe. Eux, c'est des affamés de l'Europe. Eux, ils savent ce que c'est que avoir un Nous avons la espace. lassitude de l'Europe, nous, en France. Non, on est des enfants gâtés. On est des héritiers des rentiers, de la paix, de la démocratie, de l'Europe. On a hérité ça de Oui. la génération d'avant et on pense que tout ça peut durer sans effort. Or, l'Europe est menacée. C'est Oui, notre l'Europe- salut. L'Europe est notre salut. Écoutez, pour une France forte, oui, il faut une Europe forte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes face à la Chine, à Oui. l'Inde, aux États-Unis, qu'est-ce qu'un pays européen seul pèse ? Prochainement, le président de la République va accueillir le président chinois, Xi Jinping. Oui, la Vous semaine avez prochaine. vu qu'il a convié Ursula von der Leyen à être avec lui à Paris. Parce que quand on parle au président chinois, on ne lui parle pas seul. On lui parle au nom de tous les Européens. Il n'y a que ça qu'il peut entendre. Que vous soutiendrez, Ursula von der Leyen. Je ne sais pas. Ça dépend ce qu'elle propose. Pour le moment, personne n'a entendu son programme pour être à nouveau présidente de la Commission. Donc vous ne savez je ne pas. sais pas. Je ne sais Vous ne pas ce savez qu'elle pas. propose, Bon. donc je ne sais pas si je la soutiens. Puisque nous parlons d'Ursula von der Leyen, ce sera ma dernière question. L'enquête sur les contrats passés avec Pfizer, Ouais. où en est-on sur les vaccins anti-Covid ? Alors d'abord, on en est qu'on est le continent le mieux vacciné au monde Oui, et qu'on a été ça, la oui. pharmacie du monde. Je Oui, le rappelle parce c'est qu'on vrai. a tendance à l'oublier. Oui. Et que tout ça a été fait grâce à l'intuition d'Ursula von der Leyen et de tous les ministres des 27 qui ont, avec elle, négocié les contrats. Elle n'avait pas la compétence de le faire seule. Donc je trouve que quand maintenant on la pointe du doigt, Il y a une enquête. Il y a On la une pointe du enquête. doigt. Il y a une enquête. et je ne suis pas Elle dans... est nécessaire, cette enquête. Je ne suis pas dans les secrets de l'enquête. Oui. Si il est nécessaire que... Est-ce que vous avez des doutes sur ces contrats signés ? Je ne sais pas.
je n'ai pas forcément de doute et je ne supporte pas les complotistes anti-vax qui nous demandaient de nous vacciner avec un vaccin russe inefficaces et qui sont les mêmes à essayer de semer le doute et le soupçon sur les vaccins qui ont sauvé des vies. Simplement, la transparence est nécessaire. Il y a une enquête, on verra les résultats de l'enquête. Je ne suis pas dans les secrets de l'enquête. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57, ça vous fait réagir. 0826 300 300, vous n'hésitez pas, vous intervenez. Vous êtes à l'antenne avec nous juste après les infos de 9h.